donc 12 décembre. Voilà, en train de un de mes propos précédents, et fondamentalement, je trouve que je ne suis pas très brillant. Là, il y a une certaine lenteur qui n'est pas justifiée ou justifiable. Il y a un propos qui est très, très laborieux, très lent à s'exprimer, à se concrétiser. On devrait en fait finalement avoir une sorte de pression sur soi, comme cette expérience que j'ai eue à la radio pour parler. J'ai été invité parce qu'il y avait un mouvement de jeunesse, pour ne pas spécifier et dire étudiant, il y avait à un moment donné une mobilisation de la jeunesse et j'étais invité en tant que quelqu'un qui était un peu dans une place, on va dire, médiane. Je n'étais pas un dirigeant, mais je n'étais pas non plus un anonyme dans cette situation-là. Donc j'étais invité pour parler et la radio, on ne m'a pas briefé, on ne m'a pas dit, mais l'ambiance, un peu de stress, il y a un stress qui fait que vous parlez vite et je me rappelle, j'avais bien parlé et j'avais bien articulé en parlant vite. Et il y avait un côté efficace. Il faut que les mots s'enchaînent tels des balles de mitraillette. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre les mots. Et c'était la radio. Et donc, depuis, j'essaie de comprendre un peu le stress que peut ressentir quelqu'un qui est un peu mis en situation de pression par justement les mécanismes de fonctionnement de la radio et peut-être de la télévision aussi, mais à la télévision, il y a l'image, donc ça joue, on peut jouer sur l'image autant sur le propos qu'on tient. À la radio, c'est uniquement la voix, et donc, mais on semble avoir le temps sans avoir le temps. Alors évidemment, même si j'ai la liberté totale de parler avec le débit qui m'intéresse ou qui me plaît, ou qui peut être le mien à un moment donné, malgré tout, je me sens un peu dans l'obligation d'être un peu plus speed. Voilà, un peu plus, comment dire, un peu survolté. Il faut que je provoque cet état de survoltage, ce n'est pas évident. Alors, mais à côté, il y a aussi le problème, ça c'est le problème de la forme, après il y a le problème du fond. Et quelquefois, il y a un problème des deux côtés. Il y a le fond qui là aussi, il n'est pas très clair. Qu'est-ce que tu veux dire précisément? C'est vrai que le défaut de ce type de parole, quand ce n'est pas préparé, il y a obligatoirement un manque de structure, un manque de thème, un manque d'orientation, un manque de ligne. On avance comme ça à l'aveugle et quelquefois on tâtonne beaucoup. Et ce tâtonnement est quelquefois déplaisant. Je ne dis pas à chaque fois il est déplaisant. On peut dire que chaque propos est particulier, etc., etc. Mais il y a quelque chose. Alors on voudrait, la langue n'est pas exactement la sonorité, mes sonorités, ma façon de placer les mots, elle n'est pas tout à fait comme je le voudrais. Il faut que j'ai parlé avant, que j'ai un peu fait fonctionner cette machine vocale. Tant qu'elle n'a pas fonctionné, elle est un peu dans une sorte, comment elle se remet en fonctionnement. Et là, il y a des ratés, il y a des hésitations, il y a des lenteurs, etc. Il n'y a pas cette vitesse. Elle n'atteint pas la vitesse normale pour un propos audio. Donc obligatoirement. Donc, il y a quelque chose qui est dans le domaine du fond. Le fond est quelquefois difficile à obtenir. Il y a, des fois, on voudrait traduire un état émotionnel. Alors, le fond importe peu. Et quelquefois, on voudrait proposer une vue, ou une perspective, ou une idée, une théorie, une hypothèse. On veut avancer
quelque chose. Alors là, il faut que ça soit dans une certaine... il faut que ça puisse atteindre l'autre. Et ça ne peut pas atteindre l'autre quand c'est présenté un peu n'importe comment, un peu de façon hésitante, de façon branlante, de façon un peu trop pas du tout justement séduisante. Il faut qu'il y ait de la séduction. La séduction, c'est pas quelque chose qu'on peut comme ça faire venir n'importe quel moment. La séduction, elle vient ou elle vient pas. Il y a des moments où on n'est pas du tout dans le verbe beau, on est dans le verbe quelconque, on est dans le verbe plat, on est dans le plat. Alors, pour parler, donc, il y a des choses, on voudrait en fait avoir la voix de l'instant, et la voix qui correspond à ce qu'on voudrait passer comme témoignage ou comme message. Et si, par exemple, je dis sursis, je suis en sursis, je pense à quelque chose que je voulais mettre un peu en présentation comme ça, c'est par rapport au suicide. Alors le suicide, quelque chose qui arrive à beaucoup de gens et à des gens normalement très réfléchis, etc. Ce n'est pas obligatoirement réservé à des gens très prédisposés, qui seraient prédisposés. Non, il ne faut pas, quelque part, il ne faut pas lancer un anathème ou jeter l'opprobre. Non, c'est quelque chose qui peut vous arriver à vous aussi, qui peut m'arriver à moi aussi. C'est un risque qui n'est pas très lointain. Dans l'hypothèse où on serait un peu amené, il y a une situation dans laquelle le suicide est un peu moins, peut être jugé un peu moins sévèrement, dans le cas où, par exemple, cette personne penseuse qui partit en même temps que sa compagne, cet homme donc, de réflexion, qui a choisi finalement, avec sa compagne, plein accord, de mettre fin à leur jour. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui le font, mais à l'époque, c'était pas si évident que cela. Aujourd'hui, il y a des lieux pour cela, etc. On peut décider, mais avant, donc là, peut-être parce qu'on atteint là une certaine évolution de la société dans laquelle finalement les gens âgés n'ont pas de rôle, n'ont pas de fonction. Ils ne sont perçus que par le biais de l'économie, soit qu'ils vont coûter cher, soit que, etc., la part, leur contribution, la contribution qu'ils vont apporter à la société, etc., le coût qu'ils vont occasionner par rapport, évidemment, à l'allongement de la durée de vie, ça veut dire plus de dépenses de santé, etc., etc. Voilà, on les voit uniquement par ce biais-là, et on oublie que ces gens, bien sûr, il y a les aidants, mais les aidants, c'est des gens qui peuvent être en fonctionnement, je veux dire, bien avant, avec des gens qui ne sont pas obligatoirement âgés. Donc les aidants, ça peut être des gens qui s'occupent d'un parent jeune, mais pas très âgé, mais quand même dans une sorte d'incapacité qui nécessite la présence et le soutien permanent de quelqu'un. Et les dons, on sait le rôle que ça joue, et on sait le mérite qu'ils ont et le respect qu'on leur doit. Alors après, il y a cette chose qui est donc le suicide. Finalement, quand on voit je suis en sursis, je suis dans une situation qui peut basculer d'un instant à l'autre. Alors, est-ce que peut-être moi j'y ajoute, j'aggrave les choses de par peut-être mon psychisme un peu particulier. Et il est particulier parce que c'est le mien. Chaque psychisme a ses spécificités, a sa ou ses singularités. Évidemment, voilà, je peux un peu pousser un peu la perception un peu trop loin. Et donc les conclusions que je peux avancer sont à prendre avec beaucoup de précautions. Mais n'empêche, voilà, donc je vois que je suis sur le point d'apprendre quelque chose qui va me déplaire énormément, et je suis tout le temps en vigilance, prêt à encaisser quelque chose qui ne peut s'encaisser
que, je veux dire, pas du tout facilement. Il va falloir encaisser le coup, et ce coup va être d'une intensité maximum. Alors c'est un tremblement de terre à l'échelle 10, par exemple, l'échelle maximum. Et ça va, c'est un séisme qui est ultra destructeur, ultra puissant. L'échelle la plus puissante qu'on a peut-être jamais mesurée, qu'on a approchée. Alors le degré c'est le 9, le degré extrême qu'on a pu approcher jusqu'à maintenant, c'est le degré 9. Après, il y a l'échelle 10, et l'échelle 10, c'est quelque chose de totalement... c'est même... il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien qui puisse encore subsister après. Voilà. Donc la catastrophe qui va finalement un peu aplanir tout ce qui existe en tant que construction personnelle, en tant que finalement élévation. Tout ce qu'on a construit peut s'effondrer comme ça, et j'attends cet effondrement, j'attends la survenue de cet effondrement. Mais d'un autre côté, alors être en sursis finalement par rapport au suicide ou la décision de fin à ces jours, c'est quelque chose qui ne se comprend pas, parce que finalement la mort, elle est là. C'est quelque chose, c'est une promesse qui sera tenue. Il y a plein de promesses qui ne sont pas tenables, parce que exactement c'est des promesses un peu dites comme ça rapidement en l'air, ou dites dans des circonstances un peu particulières, un peu exceptionnelles, et dans la vie ordinaire on n'est pas toujours capable finalement de respecter ou d'être totalement en capacité de voilà. En tout cas, donc l'idée, c'est que finalement aller le repos, c'est une question. Aller se reposer, aller vers la mort, c'est un peu comme aller vers le repos, un repos définitif. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de repos dans la mort. La mort est quelque chose, une expérience qui n'a pas son correspondant dans la vie, finalement, dans la vie qu'on connaît. C'est pas une expérience, comment dire, dont on peut finalement l'expérience dont on peut s'évader ou se sortir. Une fois qu'on est mort, on est mort. Et il n'y a personne qui soit revenu de la mort pour en parler. Même la résurrection de Christ est quelque chose de symbolique. Le Christ a ressuscité 3 jours après sa mort, après sa mise au tombeau. Il est monté au ciel. Il n'est pas revenu sur terre. Il n'est pas redevenu vivant. Alors évidemment, Lazare, le Christ qui a ressuscité, Lazare, c'est pas non plus, évidemment, ça c'est des miracles, les choses qu'on attribue à des gens considérés comme des êtres exceptionnels. Mais après, le Christ, il est monté au ciel, a priori. Donc il est revenu d'entre les morts, mais personne n'a pu le voir. Et personne n'a pu le toucher, personne n'a pu l'approcher pour pouvoir vraiment s'en persuader. Donc c'est un acte de foi et non pas un acte d'expérience, ce n'est pas un acte empirique, c'est pas un acte... finalement, c'est un acte au-delà de la logique, au-delà méta-logique ou méta-rationnel, c'est autre chose. Alors la mort, ça touche à un domaine qui est parfaitement inconnu. Aujourd'hui, on découvre qu'il y a des choses qui sont encore inconnues. Et pour la première fois, on les a rencontrées, on n'a pas d'explication des phénomènes astrologiques ou astronomiques plutôt, des phénomènes
comme on dit, des phénomènes qui se produisent évidemment dans des lieux assez éloignés. Voilà, il y a là une réaction qui n'a été constatée qui a été constatée pour la première fois, et elle laisse incrédule le monde des spécialistes de l'astronomie et etc. et de la cosmologie, etc. La première fois, cette chose-là, elle ne correspond pas au modèle. Elle est hors modèle. Il faut créer des modèles pour pouvoir justement l'expliquer. Donc on court nos modèles, soit ils correspondent, soit ils ne correspondent pas, et on doit à ce moment-là s'adapter à l'anomalie ou à la chose totalement qui était jusque-là totalement impensée, invraisemblable. Voilà. Donc là, on a l'impression que quelque part, c'est quelque chose qu'on pourrait comprendre. Parce qu'on pourrait, en se mettant à plusieurs, avec le financement qu'il faut, avec les outils qu'il faut, il suffit, et on viendrait à bout. On pourrait, au bout de quelques décennies, on pourrait présenter une explication. La matière noire, alors la matière noire, il y a peut-être la matière blanche, l'énergie noire, on va parler d'énergie blanche, peut-être qu'il y a ceci à chaque fois, etc. On va s'adapter. À la mort, il n'y a pas d'adaptation. C'est un phénomène biologique, d'abord, tout simplement biologique. On voit la mort d'autres êtres, soit des êtres qu'on met à mort, et à ce moment-là, on les consomme, on les voit à un état qui n'est pas celui, qui est un état dans lequel ils sont encore finalement approchables. Ils ne sont pas dans quelque chose qui pourrait nous dégoûter. Après, il y a la phase donc, de la mort, rigidité cadavérique, etc. Puis il y a la phase de la décomposition. Donc la décomposition, on peut la rencontrer n'importe où. Moi, j'ai rencontré ce type de souris comme ça qui est très hyperactive. Cette famille je ne me rappelle plus. En tout cas, en forêt, c'est pas un rongeur, puisque ça consomme des insectes et c'est un prédateur, et donc c'est pas un rongeur. En tout cas, j'ai oublié le nom. En tout cas, j'ai rencontré cette petite dépouille, mais je ne l'ai pas approchée pour savoir si elle sentait ou si elle ne sentait pas. En tout cas, à divers moments de notre vie, on rencontre des cadavres de toutes sortes, et ces cadavres, on les voit à des états divers de décomposition. Et c'est comme ça qu'on a l'expérience avec la mort. On peut évidemment avoir une expérience plus proche. Par exemple, on voit la mort, on assiste à l'agonie, on assiste à la mort, on assiste finalement aux funérailles, etc. Mais c'est pas tout le temps qu'on a. Il faudrait avoir une famille très nombreuse, pouvoir assister à des morts. Quelquefois, la mort se produit en notre absence. Voilà, il y a quelqu'un qui est mort, je ne l'ai pas vu. Bien sûr, moi, il y a pour moi 3 morts. Il y a mon grand-père, et finalement je l'ai vu agonisant. Et puis il y a ma tante, que j'ai vue alors qu'elle était agonisante aussi. Et puis il y a son mari, que j'ai vu mort. Et je l'ai vu, évidemment, il était couvert par son linceul. Donc j'ai juste approché ma main. Et cet être qui n'était pas très, gros, ni très physiquement, il était moyen, mais là il était très maigre, et facilement j'ai heurté l'os peut-être de son bassin ou quelque chose comme ça. Cet être, voilà, donc que je n'ai pas vu. Et ce qui est à souligner, c'est que j'étais à son enterrement.
et puis il y avait quelqu'un de la famille qui était là, et puis cet être va mourir pendant mon absence, lui aussi il va mourir. Il ne savait pas que pendant qu'il accompagnait le cortège, etc., que lui aussi on va l'accompagner dans peu de temps, lui aussi, qu'on va finalement devoir laisser partir, hein, si je puis dire. Voilà, donc finalement, l'idée que pourquoi acter la chose, puisque la chose va se produire. Ça sert à rien d'aller finalement d'accélérer le mouvement ou d'accélérer l'achèvement. L'achèvement, il est promis, il est certain. Tout ce qui vit, finalement, va mourir. Alors la mort, c'est quoi? La mort, c'est finalement un changement d'état. Alors, a priori, quelque part au niveau atomique ou subatomique, peu importe, finalement, et quand on sait l'énergie qu'il faut pour détruire un atome dans les réacteurs, etc., pour détruire un atome, il faut beaucoup d'énergie. Alors une partie de l'énergie produite par le fractionnement, parce que l'atome, on le fractionne, on le détruit pas en fait. On doit le fractionner en quelque chose de plus petit. Dans cette opération de fractionnement, il y a production d'énergie, mais pour atteindre ce stade-là, il faut de l'énergie. Il y a une perte d'énergie, comme on dit pour les sables bitumineux. Pour extraire le pétrole, il faut beaucoup d'énergie. Pour finalement, il faut dépenser 50%, ça coûte 50% finalement du chiffre total, alors que dans d'autres contextes, l'extraction est beaucoup moins coûteuse. Et voilà quelque part la chose qui est finalement la mort a un sens, évidemment a un sens. Un sens puisque c'est rendre un peu disponible ce qui finalement, même si finalement l'opération, je ne le savais pas, l'opération de restitution des choses que nous ingérons, elle se fait en permanence, en pissant, en expulsant de la matière. À chaque fois on rend une partie de ce qu'on a finalement emmagasiné. Peu importe le type de matière, des minéraux et j'imagine plein d'autres choses. Donc finalement, mais après, il y a, comme qui dirait, finalement un organisme, il a eu droit à 100 ans. Sa période de vie, il a pu finalement interagir avec une, comment dire, en tant que unité, en tant qu'entité, d'une certaine façon. Et après, il faut qu'il interagisse d'une autre façon. Finalement, la nature, elle s'en fout du corps qu'on peut à un moment donné avoir ou posséder. La forme, elle n'est pas importante. La forme, elle va changer. Alors, évidemment, ce changement-là, qui certainement se poursuit depuis, on ne sait pas, depuis toujours, quelque part, à défaut de parler ou de parler correctement de cela, je parle comme je peux, donc je dis depuis toujours, et ce toujours, il n'a vraiment, c'est juste une petite approximation des choses. Hein. Le toujours, c'est quoi concrètement? Depuis le début c'est quand? Partir de quand? 15 milliards d'années, ça veut dire quoi? Est-ce que les choses ont commencé, toutes ces choses-là ont commencé il y a 15 milliards d'années? Il n'y a pas quelque chose qui a précédé? Les choses comme ça sont apparues comme ça, et puis ils ont cru. On le sait, personnellement. Pour croître, il faut prendre de la matière quelque part. Alors cet univers, comme ça, il a pu croître sans se nourrir de quelque chose, sans puiser dans quelque chose. Voilà le problème. On sait que dans le ventre de la mer, on prend
à la mer. Je ne sais pas si quelque part on n'a pas une participation, nous aussi, dans cette affaire-là. Si on ne s'occupe pas de synthétiser des choses, si on n'aide pas la mer, si on ne peut pas être complètement une sorte de quelqu'un qui ne fait que prendre et ne jamais, qui ne fait que profiter. Et il ne participe pas. Il est possible qu'on participe d'une façon ou d'une autre. C'est juste une hypothèse, mais qui paraît juste. Voilà, à chercher la justice dans n'importe quoi, dans tout, finalement. Il faut qu'il y ait justice. Il faut qu'il y ait une sorte d'équilibre, une sorte de... je donne, mais en même temps, je rends quelque chose, même si c'est pas équivalent, mais je rends. Je rends un peu ce que je peux rendre, je le rends. Voilà donc finalement le corps qui est là, dans cette forme, il est toujours en train d'ingérer de la matière et d'en perdre. Il est en permanence, il ne fait... Alors on ne sait pas, par exemple j'expulse un minéral, ce minéral, je ne sais pas si finalement de quelle densité il est. J'expulse un atome de magnésium. Mais est-ce que mais cet atome, je ne sais pas où il va aller se nicher après. Est-ce que cet atome va finalement trouver le moyen d'aller se mettre un peu en réserve en attendant qu'on fasse appel à lui dans quelques milliards d'années, ou est-ce qu'il va rapidement se retrouver un peu intégré à une autre chaîne alimentaire? Voilà, est-ce que le cycle, il est aussi, je veux dire, il permet pas, il recycle tout finalement, le cycle, il est en permanence, il récupère tout, il récupère, il réincorpore tout ce qui est finalement disponible. Alors voilà donc la chose, l'idée que finalement, évidemment, il y a, comme toujours, il y a une tendance que nous avons, nous humains, à nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Depuis quelque part l'idée du péché originel, voilà, la faute. Après on peut trouver, oui, il se produit cette chose-là, cette calamité-là, c'est la faute à certains qui ont péché. Alors il y a les pénitents, alors il y a des gens qui se flagellent, voilà, donc c'est comme ça, c'est normal, c'est logique. Puis aujourd'hui, il se passe des choses, alors on va dire, oui, j'ai oublié ce que je voulais dire en fait, mais je vais quand même essayer de ne pas perdre le fil totalement. En fait, finalement, on se flagelle en se disant que finalement on est un peu trop, on est à l'origine du quelque chose qui n'est pas juste. On fait un peu dans l'injustice, on n'est pas dans l'équité, on n'est pas finalement dans le bon comportement et dans le bon rapport avec ce qui nous entoure. Alors finalement, ce corps-là, ça fait... J'ai oublié ce que je voulais dire, mais je récupère autant que je peux. Et finalement, ce corps-là, ben, c'est pas la peine. C'est pas la peine, il prend trop, et regardez ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce corps? Ce corps, puis ces corps, autant finalement pousser les humains à un peu finalement à mettre fin à leur jour. Pourquoi pas, tiens, on est 7 milliards et quelques, ça fait 3 milliards de trop. On peut finalement, si on a les moyens, soit on stérilise, soit on pousse d'une façon ou d'une autre. Alors soyez sûr, vous êtes coupable. Si vous n'êtes pas coupable directement, vous l'êtes indirectement. Vous participez de ce système de mise à mort
de la terre. Voilà, on revient à la terre en tant qu'entité et vous êtes un peu participé au génocide, si je puis dire, puisque le terme, c'est pas exactement ça, mais phytocide ou vivocide, je sais pas comment, ou biocide, le biocide, vous participez à, finalement, comme si, voilà, ce sentiment de faute, eh ben, cette faute qu'on voudrait me faire un peu porter, elle est trop lourde pour moi. Ça, non. Moi, tout seul et mes semblables, je trouve que on me fait trop d'honneur. Non, je ne sais pas à ce point, je veux dire, fautif, à ce point coupable. Mais le sentiment de culpabilité, ben, je pourrais l'avoir un peu, je pourrais l'avoir pour des tas de raisons, il n'y a pas une seule raison. Cette culpabilité peut-être peut me pousser à modérer certains de mes comportements, certains de mes excès. C'est très bien, ça peut être une valeur positive. Mais autrement, si on veut me culpabiliser pour me pousser au suicide ou finalement me pousser à ce que je mette précocement fin à mes jours, pour sauver la Terre, je ne sauve pas la Terre. Je m'en fiche de la Terre dans ces cas-là. Alors évidemment, les gens qui se suicident aujourd'hui n'ont pas, non, pour l'instant, ne le font pas dans cette optique-là. En tout cas, voilà, finalement, mourir trop tôt, et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça ne, on va dire, tiens, j'ai peur de commettre des péchés. J'ai peur de devenir un mauvais homme, ou une mauvaise femme. Et finalement, j'ai peur de perdre mon innocence. J'ai peur de cautionner quelque chose malgré moi. J'ai peur, comme les gens qui disent, j'ai peur si jamais je mets des enfants au monde, j'ai peur que ces enfants, voilà, quelque part, on pourrait dire, se comportassent mal vis-à-vis de la terre. Qu'elles soient finalement des sortes de démons, des sortes d'exterminateurs, voilà, donc les nazis, nouveaux nazis, exterminateurs, les gens, la solution finale, une solution finale de la biodiversité et finalement de la vie. C'est trop, voilà. Donc, le sursis, pour revenir sur le propos central du sursis, le sursis, évidemment, je suis secoué. Faut pas le nier, je suis secoué, très secoué. Finalement, je suis secoué à tel point que ça irradie dans tout mon corps. Tout mon corps est touché. Mais en plus, j'ai peur que cela ne soit pas assez profond, assez marqué. Alors j'essaie de pousser j'allais dire, les choses encore plus profondes. Il faut que ça se marque. J'ai une tête qui fait peur, j'ai une barbe blanche, mais c'est pas encore cette barbe blanche qui signifie finalement mon départ prochain, qui signifie que je suis sur la fin, cette barbe blanche qui annonce mon déclin. Et malgré tout, il faut que je sois encore plus finalement. Qu'est-ce que je peux sacrifier, avec quoi je peux racheter ma faute. Voilà, j'ai réussi spécial pour moi, spécial. Il y en a qui ont vécu dans le sentiment d'avoir fauté, mais fauté collectivement. Voilà, la faute, le péché originel, la faute de tous, évidemment. Mais on compte sur le Messie pour finalement un peu nous laver et nous finalement et enlever cette chose-là. Alors finalement, grâce à l'intermédiation du Fils de Dieu, on va être sauvé. Moi, il n'y a personne pour me sauver. Je peux faire appel à aucun Fils de Dieu, à aucun Messie, à rien. Rien, je dois faire face
à mon sentiment de faute. Et c'est une faute, je veux dire, elle est aussi profonde et pour moi elle est concrète. C'est pas une histoire de symbole, une histoire de légende, une histoire de mythe qu'on se serait un peu passé entre les peuples, chacun un peu empruntant à l'autre, mais finalement pour que arrivent entre nos mains des livres qui finalement avancent quelque chose, une sorte de fourre-tout dans lequel il y a des choses qui sont pas totalement, finalement, dans lequel il n'y a pas une homogénéité parfaite. C'est un peu une sorte de somme, voilà une somme, mais moi, seul, j'ai cette somme d'erreurs, de fautes impardonnables. Je ne mérite pas le salut. Que ce soit un salut symbolique ou un salut tout court, un salut ordinaire. Je mérite d'être damné, d'être condamné à être finalement vilipendé, maudit, finalement à être mis à mort, de la mort symbolique et aussi de la mort concrète, là aussi. Évidemment, j'ai quelque chose comme ça que je vois et ça, à un certain moment ça me remuait quand je vois par exemple quand j'entends parler d'un écartèlement, quand voilà, et même pour moi-même je trouve que cela est un sort un peu trop dur, quand les châtiments médiévaux sont pour moi quelque chose alors qui au-delà de ce que je pense mériter. Je peux mériter. La meilleure façon finalement de me punir, c'est de me permettre de continuer de vivre. Car je vais vivre chaque fois, chaque jour qui va venir, je vais devoir payer, donner de moi-même et finalement revivre un peu et m'imprégner de ce sentiment et de m'imprégner encore plus de ce sentiment de faute. La faute, jusqu'à ce que ça devienne faute, c'est juste une expression de cette faute finalement incompressible. Voilà, pour parler vite, j'ai essayé de parler vite, je commence à me fatiguer, non, ça commence à ralentir, mais en tout cas, le sursis est finalement la chose, le fardeau de la vie, le fardeau, j'allais dire, de la conscience, mais sans vraiment prendre cela au pied de la lettre, de la conscience, de la lucidité, d'une forme de lucidité est à partager. On a besoin de partager. C'est vrai que tout seul, finalement, c'est trop lourd. Et bien entendu, on a besoin d'entendre dans la voix de l'autre le sentiment, l'expression de sa faute à lui. Car évidemment, dans cet état des choses, chacun de nous a derrière lui, il porte avec lui sa faute, ses fautes et ses manquements et ses regrets, etc., etc. C'est quelque chose qui le tourmente. Il y a comme si on devait finalement une chose qui ne se termine jamais. Je laboure cette terre, puis je la relaboure, j'arrête pas. Je suis comme condamné finalement à venir sans but que celui sans autre but que celui de finalement me châtier et de payer finalement et autant que possible, car on sait que il y a une limite qu'on n'atteindra pas dans le fait de payer. Ou je ne trouve plus le terme, ça veut dire que je commence à être fatigué. Donc finalement, le sursis, j'avais envie de parler un peu rapidement, et on n'est pas toujours le maître
de nous-mêmes. Finalement, il y a un moment, et surtout quand on parle seul, il n'y a pas de respiration, il n'y a pas de pause. Alors je suis obligé finalement de faire tout seul. Voilà, je suis mon propre animateur, mon propre motivateur, c'est pas possible. Moi, je suis mon propre alter ego, ça ne marche pas. Je suis que moi. Et moi, à un moment donné, j'arrive à atteindre mes limites. Et mes limites actuelles je peux les vaincre, mais je peux les dépasser, mais je sens que ça sera pas très très finalement quelque chose de très évident. Il y a une limite que j'ai atteinte. Alors finalement, le sursis, c'est quoi le sursis? Un peu le sentiment voilà, il y a quelqu'un dont j'avais envie de parler, juste d'y faire allusion. C'est Soulage qui fête ses 100 ans. Alors Soulage, voilà, quelqu'un qui a, on ne peut pas dire, je ne pense pas qu'il soit dans un état, j'allais dire, cérébral ou dans un état physique très, très diminué. Je pense qu'il se déplace encore, je pense qu'il interagit encore, je pense que c'est quelqu'un qui est encore debout. Il est possible, là, finalement, au lieu de dire il est possible qu'il puisse rester vivant jusqu'à 110 ans, toujours, on a appris, mais c'est devenu un réflexe, il va arriver à 100 ans, mais il est possible qu'il fasse 100 ans et quelques jours et qu'il meure après, d'un petit truc, de rien du tout. Pourquoi? En quoi suis-je assuré de cela? Je dis des choses dont je n'ai aucune preuve. C'est une loterie, vraiment une loterie. Dans la loterie, finalement, tout est possible. Tout est par hypothèse, par finalement la loterie, il y a l'aléatoire, et l'aléatoire peut profiter justement à une personne aléatoirement. Il peut très bien continuer de vivre jusqu'à 102 ans, 103 ans, 104 ans, 106 ans, sans problème. On ne peut pas dire une fois, parce qu'il a franchi un seuil, et que là maintenant... voilà, donc finalement, bientôt 60 ans, il y avait cette vision des choses, ce rapport aux choses, un peu par étapes, par décennies, ou quelquefois par étapes, par des chiffres qui ont plus d'importance que d'autres. 20 ans, c'est important. 25 ans, ça l'est moins déjà. 30 ans, on remarque sans remarquer. 40 ans, ça commence à vraiment... ça commence à faire... on commence à sentir un peu l'urgence. 50 ans, ça y est, l'état d'urgence est déclaré. Il est notifié, donc on est dans un état où on sent qu'on peut basculer dans une sorte de perte de contrôle, dans une sorte d'anarchie, dans une sorte de chaos. Alors 60 ans, c'est la confirmation de ce qui a précédé, mais finalement, il est possible qu'on bascule dans quelque chose qui est au-delà du chaos, c'est-à-dire le non-événement, le néant de l'existence. Rien ne se produit, c'est juste une sorte d'attente résignée des jours à venir et attente, sans pouvoir finalement le chaos, évidemment c'est une figure un peu créatrice. Du chaos peut naître quelque chose. De notre chaos intérieur, à 50 ans, il peut naître quelque chose. J'allais dire, comme ça, je me lance, une œuvre. Quelque chose de marquant. À 60 ans, il n'y a plus de chaos, c'est juste une sorte de résignation, un peu morbide, un peu défaitiste, voilà, un peu une résignation
de base, une résignation plate, une résignation sans finalement, sans aucune possibilité il n'y a plus de combat. Il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de révolte, il n'y a plus rien. Bon, en tout cas, dans cette façon de présenter les choses, il est toujours possible, évidemment, les exceptions sont la règle, il est toujours possible que des gens se comportent différemment du modèle, j'allais dire, du modèle général, mais à 60 ans, c'est à partir de 60 ans que j'ai commencé à vivre parce que j'ai pu finalement bénéficier d'un certain nombre d'éléments de compréhension et d'intelligence, et à ce moment-là j'ai pu vraiment me mettre en mouvement, et tout ce que j'ai pu finalement entreprendre ou produire à partir de ce moment-là est marqué par une sorte de non pas d'équilibre, mais une sorte de... J'avais, non pas une certitude, mais je faisais les choses en étant conscient de leurs implications. Je ne me laissais pas en fait avoir par un excès ou un autre. C'est moi qui contrôlais les dimensions de ce que je faisais, ce que je produisais. Je faisais les choses en sachant pleinement quelles pourraient en être les conséquences et les implications. C'est en pleine conscience et en étant conscient de tout ce qui finalement est inhérent à chaque acte et accompagné d'un certain nombre d'éléments qui lui sont corollaires. Alors, je sais, cet élément est plus favorable qu'un autre, mais j'accepte par exemple de prendre un risque ou d'aller quelque part, puisque le bénéfice est plus important que le risque. En tout cas, je peux prendre là aussi des risques, mais en étant dans une sorte de pleine conscience, je fais ces choses-là, je n'ai pas à avoir peur, puisque finalement, comme j'approche de la mort, si la mort devait survenir un peu plus tôt, ce n'est pas un problème. En tout cas, on ne pourra pas dire c'est un jeune fou, c'est quelqu'un qui un peu une sorte décervelé, une sorte de il avait trop d'énergie, il était impétueux, il était lent. J'ai dépassé cette impétuosité première, originelle, et maintenant je fais les choses avec une certaine, non pas pondération, mais en sachant le bénéfice que je peux en retirer, et aussi le risque qui est possible, qui peut accompagner. Le risque, ça me convient, le niveau de risque me convient, donc je l'accepte. Je sais pas ce que je peux dire, je dis n'importe quoi, je commence à vraiment à me sentir fatigué, alors je laisse un peu les mots se dérouler d'eux-mêmes, et ça s'entend un peu, même moi je l'entends. Voilà, donc c'est le contrôle, en fait, le contrôle, il ne dure qu'un moment, d'ailleurs, c'est ça qui est un peu particulier dans cette affaire-là. Mais je suis sûr que je ne peux pas dire, tiens, je vais perdre le contrôle au point où je vais finalement accéder à un état de la conscience particulier, un état vraiment que je n'ai pas l'habitude de connaître ou d'approcher, et que finalement il va y avoir l'émergence de quelque chose qui était subconscient. Je reste quand même dans le contrôle malgré tout. Il y a un contrôle de la parole dite, un contrôle un peu abaissé, mais il y a toujours un contrôle. Et on aimerait passer à une sorte d'un contrôle
ça ne marche pas. Il faudrait vraiment qu'il y ait des conditions, qu'il y ait une fatigue, un état de fatigue peut-être qui fait tomber cet état de vigilance, cette vigilance perpétuelle sur les propos qu'on pourrait tenir. Il y a une vigilance parce que la vigilance, il touche aussi non pas par rapport aux interdits qu'on pourrait un peu approcher de trop près, mais surtout par rapport à la forme et qu'on veut donner au propos. On ne veut pas que le propos soit considéré comme finalement soit déconsidéré parce que à un moment il n'est plus contrôlé, il n'est plus maîtrisé. Voilà donc finalement c'est la fin, malgré tout on sent, on entend la fin arriver. Alors, le sursis, c'est ça le problème, et le problème, le péché. Alors un péché, une sorte d'acte grave qu'on peut commettre, c'est à un moment donné, on est tellement dans l'attente d'un dénouement, un dénouement tragique, qu'à un moment donné, évidemment, je ne suis pas le seul dans ce cas, évidemment beaucoup de choses, alors que on attend, évidemment on voudrait que ce dénouement se produise, ait lieu. C'est la chose la plus atroce. On ne peut plus d'attendre. On est en train de mourir à force d'attendre. Alors le sursis, c'est d'être finalement l'acte atroce a eu lieu, la chose s'est produite. Et c'est pas qu'on est soulagé, on est soulagé d'une certaine façon. Voilà les mots qui normalement ne devraient jamais accompagner ce type de propos. Et pourtant, c'est des mots qui n'ont rien vraiment d'extraordinaire. Ça accompagne tout le monde. Alors il y a des gens qui disent oui, la mort pour lui c'est un soulagement. Il souffrait trop, etc. Mais quand on a quelqu'un qui ne souffre pas spécialement, mais qui est dans un état quand même un peu particulier, alors on a passé sa vie à appréhender sa disparition. On a passé des années à avoir peur. Et paradoxalement, la vie, ce qu'elle fait, voilà, comme quelqu'un qui attend l'ennemi un peu sur, comment on appelle cela, alors sur son flanc droit, et puis l'ennemi surgit sur le flanc gauche ou surgit par derrière. L'ennemi, à certains moments, ne choisit pas, évidemment, de respecter les conventions de guerre, etc., etc. L'ennemi, il cherche aussi à gagner de la façon qui lui apparaît la plus judicieuse et peut-être la moins coûteuse, on n'en sait rien. La vie, en fait, toi, tu es vigilant. Tu es préparé. D'une certaine façon, tu es préparé à ce qu'on t'annonce une mort. Et puis arrive une autre mort, qu'elle n'était pas du tout attendue, qui pouvait se produire. Mais elle était celle qui devait venir après. Mais finalement, voilà, il y a un renversement de l'ordre des choses, et ce renversement qui signifie finalement qu'en peu de temps, tu risques de tout perdre. Il y a une chose qui n'a pas, qui n'a pas son équivalent. Il y a comme ça les expériences. On peut perdre un amoureux, une amoureuse, on peut la remplacer. Il y a des gens qu'on ne peut pas remplacer. Et on peut finalement les perdre en un temps très rapproché. Alors, il y a des gens, je trouve, un problème de légitimité, et alors je continue un peu, je n'ai pas arrêté, et donc je continue, et ce problème de légitimité, pourquoi je suis plus triste pour la perte d'un être, et moins pour la perte d'un autre.
Et pourtant, j'ai trouvé que je n'ai pas pleuré mes grands-mères, je n'ai pas pleuré mes grands-pères, je n'ai pas pleuré un certain nombre de gens qui m'ont été proches. Et je trouve qu'ils avaient droit à ce que je les, finalement, à ce que je les pleure beaucoup. Et puis, il y a mon frère, et bientôt 15 ans, et voilà, et je ne le pleure plus. Alors évidemment, quand on dit un mot, il faut faire attention. Il y a des mots qui sont dits comme ça, de façon, sur un ton un peu, pas très grave, sur un ton un peu léger, dit comme ça, envoyé comme ça, mais cette phrase, elle est le symbole d'une sorte d'impuissance vis-à-vis de soi-même. Alors qu'est-ce qu'on va réveiller? Qu'est-ce que je vais pouvoir réveiller pour éprouver cette perte à la hauteur de ce qu'elle a été, ou de ce qu'elle est toujours? Évidemment, le problème est toujours, j'allais dire, un problème de stratégie. Alors, presque stratégie militaire. On a un champ de bataille, et un champ de bataille, finalement, on peut subir des pertes. Mais si on se concentre sur les pertes, par exemple, dans cette histoire de stratégie un peu assassine, stratégie inqualifiable, qui consiste à mettre des mines antipersonnelles qui ont pour vocation de finalement de créer une sorte d'immobiliser un maximum d'adversaires. Pour un estropié, il faut 2 personnes qui s'en occupent. Non seulement l'estropié ne peut plus participer à l'effort de guerre ou à l'effort de résistance, mais en plus, il va mobiliser 2 personnes. On ne cherche pas à tuer la personne, on cherche à la rendre dépendante, à la rendre, à l'amoindrir et à finalement faire en sorte. Voilà donc la chose, c'est que vous êtes focalisé, vous êtes pris, vous avez des blessés, vous avez des gens à soigner sur le terrain. Et puis finalement, si vous devez trop vous occuper de vos blessés, vous risquez un peu de consacrer trop d'efforts à leur rapatriement ou à leur... et puis finalement, le front à côté, la bataille continue. Et donc, vous êtes qu'à un moment donné, l'adversaire peut très bien vous encercler. Et donc finalement, on est pris par un deuil, par un chagrin. Et pendant ce temps-là, le temps qu'on consacre, qu'on est totalement dans ce chagrin, il se passe d'autres choses qui sont peut-être elles-mêmes le début ou l'annonce d'un chagrin très, très prochain, mais contre lequel on pourrait peut-être faire quelque chose. Alors au lieu de mobiliser nos énergies pour qu'elles servent à protéger ce qui est encore sur pied, ce qui est encore valide, ce qui est encore vivant, par une sorte de mise en mobiliser toutes ces énergies, tout ce qui nous reste pour défendre les vivants. J'ai pas de temps pour pleurer les morts. J'ai pas assez d'énergie. Donc je dois vraiment d'abord m'occuper des vivants. J'aurai peut-être plus tard, j'aurai du temps pour pleurer mes morts. Et voilà la question. Alors évidemment, je n'ai pas su le présenter comme il fallait, comme j'aurais peut-être voulu, mais en tout cas, je m'en fiche. La question est là. Il y a une question comme ça qui est posée par rapport à la vie. Elle pourrait se décider comme ça de se concentrer sur une communauté, sur un clan, sur un collectif, et à commencer il y a quelque chose qui est totalement incompréhensible et illogique, mais en même temps, tant mieux que les choses se passent ainsi. Il y a quelqu'un pour moi, qui était condamné.
cette personne était condamnée, ce qu'elle disait d'elle et l'affection qu'elle avait. Bon, clair, voilà cette personne, et voilà, je veux dire, et un truc, un élément qu'on pourrait rajouter à cela, qui est un élément totalement monstrueux et totalement, je veux dire, impossible à accepter, c'est que quelque part cette personne, on pourrait dire, elle n'est pas si utile que cela. Son absence ne serait pas trop, j'allais dire, trop impactante. Elle a pas ça, c'est pas, elle a assez vécu, finalement, oui, bon, son temps est arrivé, et voilà. Mais quelqu'un d'autre, à côté, qui lui, est finalement, paraît plus vivant, plus solide, ben lui, il est parti. Il est mort, alors qu'elle, qui était a priori, et moi je ne suis pas quelqu'un qui peut donner comme ça des pronostics, etc. C'est juste comme ça que j'avais perçu la situation à l'époque, pour dire, tiens, elle est condamnée, mais c'est comme ça. C'est la volonté de Dieu, c'est l'œuvre de la vie, c'est l'œuvre de la mort. Bon. Non, bien sûr qu'elle a une place. On ne peut pas dire, tiens, ça y est, elle vaut moins qu'un autre parce qu'elle a ceci ou cela. Non, elle a sa place. Mais pour dire, oui, qui suis-je moi, évidemment, pour pouvoir voir les choses de cette façon. Bon, là, il y a quelque chose, évidemment, qu'on peut un peu comme ça voir s'illustrer comme ça devant nous quelque chose de ce genre de sentiment. Mais c'est un sentiment coupable, c'est un sentiment terrible, mais on peut l'avoir, on peut le ressentir peut-être une fois, 2 fois, 3 fois dans sa vie, mais c'est déjà 3 fois de trop. Mais voilà, donc la question est là, et finalement la chose qui est... voilà, donc elle est toujours en vie, et tant mieux pour elle. Je ne sais pas si je dois dire tant mieux pour moi, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, et je ne sais pas dans quel état, et je ne suis pas totalement sûr qu'elle est encore en vie. Mais elle a vécu suffisamment après le départ de la personne qui, voilà, que j'avais, et qui était, elle, intégrée dans une sorte d'appareil familial, une sorte de communauté, et elle avait sa place, et puis finalement elle est partie trop tôt, elle est partie effectivement trop tôt, et voilà, donc c'est voilà les choses. Alors donc la vie, elle fait ce qu'elle a envie de faire, elle fait c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas vraiment du n'importe quoi. Il y a toujours des éléments, on peut dire, objectifs, qui peuvent un peu être à l'origine, qu'on peut constater. On fait une sorte de bilan, on peut dire, tiens, il y a là des éléments, j'allais dire, de déséquilibre, il y a quelque chose qui pourrait faire penser à une sorte d'aggravation des choses dans le prochain avenir. C'est le proche avenir. C'était là, évident. Je l'avais un peu pressenti, mais la chose que j'ai dite, je l'ai dite sans y insister plus que cela. J'ai dit, ma mère pourrait mourir avant mon père. Voilà. Ou ma mère, plutôt j'avais dit, ma mère est dans un état plus dégradé que celui de mon père. J'avais dit cela, mais je dis cela il y a très longtemps. Et la chose est restée quelque part, elle n'a pas donné suite, j'allais dire, à un plan de mobilisation, à une sorte d'effort
collectif pour finalement en prendre conscience et l'intégrer et la comprendre comme il aurait fallu. Je ne peux pas dire que c'est une intuition. C'est une observation comme ça, passagère, en voyant un peu l'état de fatigue inscrit sur le visage de ma mère. Il y avait quelque chose qui m'a incité à dire ce que j'ai dit. Voilà donc, comme ces gens évidemment qui disent voilà, on ne peut être trahi que par son meilleur ami, évidemment, on peut être le mieux trahi, le plus trahi que par son meilleur ami. Évidemment, on ne peut comment dire, la trahison de la vie que parce que finalement, à partir du moment où vous avez une sorte de conviction, c'est par vos convictions, ou alors c'est parce que vous pouvez avoir trop confiance, c'est parce que vous commencez à perdre de votre vigilance, parce qu'à un moment vous faites confiance à la vie. Voilà, donc quand on fait confiance à son meilleur ami, c'est le meilleur moyen pour qu'il se produise quelque chose qui ne pourra pas nous réjouir. La confiance, elle ne doit pas être une confiance illimitée, comme ça, ouverte. Il faut malgré tout garder une certaine prudence. La prudence et garder quelque chose. Évidemment, on ne peut pas tout confier, même au meilleur ami. On ne peut pas compter sur nos observations et sur finalement notre compréhension, notre intelligence des choses. Notre intelligence peut nous fourvoyer, notre intelligence peut finalement nous faire, là aussi, elle peut aussi nous faire défaut dans certaines autres situations. Soit il y a trop d'intelligence, soit il n'y a pas assez d'intelligence. En tout cas, il n'y a pas l'intelligence qu'il faut au moment où il faut pour la chose concernée, la chose qui doit être l'objet de notre attention. Voilà, donc il y a énormément de choses à dire, mais mon corps, il ne peut plus me soutenir, il ne peut plus m'accompagner, donc je vais arrêter. En tout cas, j'ai réussi à tenir un petit peu, c'est pas énorme, mais au moins j'ai parlé et j'étais motivé plus par un désir de revanche, de prendre ma revanche sur un propos précédent dans lequel il me semble que je n'ai pas été dans de très bonnes dispositions. Et finalement, malgré tout, ce propos-là, il finit par s'essouffler, un peu par retomber. C'est comme ça, c'est normal. Et il y a des choses... Il y a des choses qu'on a envie de dire et qui ne finalement, à un moment donné, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ils ne se présentent pas. Mais il y a une chose qui n'a pas grand-chose à voir. Mais en tout cas, je tiens à l'inscrire dans le propos, malgré tout, qui est la chienne Laika. Alors tout à l'heure, il y avait une émission à la télé, on a posé la question... Donc il y a eu Gagarine, premier homme envoyé dans l'espace, puis il y a eu Laika. Alors Laika, je ne sais pas si Laika a précédé Gagarine, en tout cas Laika. Et Laika, elle m'intéresse, évidemment, j'ai de la peine pour elle, parce qu'elle est morte, évidemment, dans cet exploit, entre guillemets, morte, elle a donné un peu sa vie pour nous permettre, nous humains, de pouvoir inscrire quelque chose dans cet effort un peu
un peu inutile de conquête de l'espace. C'était plus, comme on dit, une sorte de démonstration de force entre puissances qu'autre chose. Évidemment, aujourd'hui, on a des éléments finalement issus de cette conquête, de cette guerre non conventionnelle. Mais voilà, donc Laïka l'a payé de sa vie. Et j'imagine qu'elle est morte de faim et de soif et peut-être de manque d'oxygène. En tout cas, pas une mort paisible. Donc Laïka, finalement, son aura ou son exploit est arrivé jusqu'à Maru, au Maroc, dans une ville relativement moyenne, et arrivé aux oreilles d'une famille qui était une famille quelconque. Il y avait des familles qui habitaient dans cette petite rue, des familles que moi je ne connaissais pas beaucoup. Il y a comme ça des familles assez discrètes. Ils vivent à côté de vous, à quelques mètres, mais vous ne les connaissez pas plus que cela. Ils ne vous fréquentent pas, vous ne les fréquentez pas. En tout cas, ils avaient une chienne. C'est assez rare. Une chienne dans une maison au Maroc à cette époque-là, c'était assez rare. Alors, mais une chienne qu'ils ont appelée Laïka. Quand même. Alors aujourd'hui, en ces temps de mondialisation croissante, une mondialisation effective, il y avait, on pourrait dire que dans les années 60-70, déjà, il y avait des éléments. Il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas les mass médias qu'il y a aujourd'hui, et pourtant, l'information a circulé, et j'ai pas entendu quelqu'un appeler son fils Gagarine. Bon, quelque part, je ne sais pas s'il y a eu des Gagarines en Union soviétique, mais en tout cas, Laïka, c'était bien. Laïka pour un chien, pour une chienne, donc c'était, j'ai présumé que c'était une chienne, la chienne Laïka de mon enfance, et c'est un élément qui normalement aurait pu m'échapper, mais je voulais quand même l'intégrer à ce propos et rendre hommage à cette chienne Laïka, celle qui a été envoyée dans l'espace et celle de mon enfance que je n'ai jamais approchée. Et finalement, adieu à ce temps, adieu toujours. On a toujours, comme j'ai écrit quelque part, des deuils, on a des deuils à venir, on a des deuils en attente. Il y a là aussi, comme on dit, du passé, on fabrique du passé au fur et à mesure, mais il y a un passé beaucoup plus lointain, et cet éloignement en fait quelque chose de très, j'allais dire, il y a une nostalgie, il y a un attendrissement, il y a une tendresse, il y a une affection pour ce passé, malgré tout, parce que finalement, quand on le compare là aussi avec ce que nous traversons, moi, vous, nous traversons, ça nous paraît toujours beaucoup moins, j'allais dire, beaucoup moins vivant, beaucoup moins réjouissant, beaucoup moins brillant, beaucoup moins puissant, beaucoup moins. C'est comme si on avait un peu fait le tour des choses et que quelque part on n'est plus attiré par quoi que ce soit, on fait que répéter, mais dans notre enfance on était un peu dans une sorte on prenait tout ce qui se présentait, on était preneur, alors on avait une curiosité sans borne, on avait une sorte d'enthousiasme, on pouvait s'enthousiasmer, on pouvait finalement, pour la moindre des choses, on se mettait en émoi, on réagissait avec excès, qu'est-ce qu'on était prêt à faire, les rêves qu'on faisait, les choses impossibles auxquelles on croyait. Et puis aujourd'hui, c'est beaucoup moins glorieux, c'est beaucoup moins, j'allais dire, un peu moins vivant, un peu morne,
pleine, comme on dit, c'est morne. C'est morne, pas mort, mais morne. Je dis encore une fois, c'est quelquefois on peut introduire l'élément mort comme une sorte de métaphore, mais la mort, c'est pas une métaphore un peu comme ça, avec beaucoup de dire il faut pas s'approcher de la mort avec il faut s'incliner, il faut présenter ses respects. La mort, je te respecte. Et permets-moi de finalement de faire un peu montre une certaine légèreté, mais il faut pas vraiment croire que je suis non, je suis profondément ce qu'il en est. Je sais que voilà. Donc finalement on sursit, on attend quelque chose, on n'attend rien, on attend il y a toujours dans cette situation d'attente, on a envie de passer à quelque chose un peu d'absurde, le théâtre de l'absurde, une attente absurde, transformer l'instant en quelque chose de totalement irrationnel, sans finalement attendre pour attendre. Alors qu'est-ce que tu attends? J'attends. J'attends quelqu'un, mais ce quelqu'un, il va venir. Comment tu sais qu'il va venir? Mais je sais parce que je sais, il me l'a dit. Mais tu l'as vu, il te l'a dit vraiment. Je pense qu'il me l'a dit. Voilà, je pense. Oui, mais tu sais à quoi il ressemble? Bah, une fois que je l'aurais perçu, je saurais. Alors tu attends sans savoir. Si, je sais. Je sais. C'est pas la peine de me poser trop de questions, c'est pas la peine d'insister. J'attends. Il me plaît d'attendre. Si tu attendrais comme moi, tu attends. Tu t'installes et puis on attend ensemble. Alors tu attends et tu attends rien et tu voudrais que j'attende moi aussi avec toi. Ouais, comme ça on sera deux. On pourra un peu se soutenir. Et puis en attendant, on pourra se parler, on pourra se raconter des histoires. Quoi? Des histoires d'attente? Pourquoi pas? L'histoire de deux types qui attendent. Ben, il y en a un qui attend mais qui ne sait pas qui il attend. Et puis l'autre, il attend avec lui. Ils attendent quoi? Ben, aucun des deux ne sait. Ni le premier ni le deuxième. Mais ils attendent. Alors, tu sais depuis combien de temps ils attendent? Je sais pas. J'ai pas de montre. Je compte pas les heures. Ils attendent depuis un moment. Ça se voit, non? On dirait qu'ils sont là depuis un moment. Tu vois là, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont fait des choses, voilà, se sont soulagés à côté, et voilà, ils attendent. C'est quand même de drôles de types. Ouais, ils sont drôles, ça fait bizarre. Mais que veux-tu? Il y en a qui attendent, tout le monde attend. Il y en a qui attendent, mais tout en faisant semblant de ne pas attendre. Il y en a qui attendent en priant. Il y en a qui attendent en criant. Il y en a qui attendent en silence. Il y en a qui attendent finalement dans un coin. Mais eux, au moins, ils attendent à deux. Ils s'accompagnent. Tu vois, finalement, il y en a un qui dort et l'autre qui veille sur lui. Voilà, comme ça, c'est bon. Personne ne pourra les surprendre. Ils se protègent mutuellement. Ils attendent. Je sais pas, il y a bien quelqu'un qui va passer et quelque chose va se produire. Oui, ils attendent. Ils attendent. Ils attendent, je sais pas, ils attendent demain. Demain, peut-être c'est un grand jour. Peut-être demain, c'est le jour où il va se passer des choses. Alors, ils sont là, ils seront les premiers. Tiens, peut-être même cette nuit.
il va y avoir un événement dans le ciel, ils seront les premiers à le voir. Bah ouais, ils sont dehors. Ils sont en contact avec le ciel. Ils ont le ciel pour eux tout seuls. Ils peuvent se réjouir de ce spectacle. Et puis ils vont peut-être voir quelque chose que le commun des gens ne voit pas. Parce que faut être en attente. Faut être en attente et capable d'attendre finalement sans se presser. J'attends, tu attends. Oui, j'attends. Mais le temps attend. Sans me presser, j'attends tranquillement. Là, c'est le matin, j'attends l'après-midi. Et peut-être que dans l'après-midi, j'aurai une visite. Voilà un peu le sursis, je ne sais pas comment on peut le développer, je n'ai pas réussi. Évidemment, n'est pas, je ne sais pas, UNESCO, je ne sais pas qui a écrit en attendant Godot, n'est pas UNESCO, n'est pas Giono, je ne sais pas qui a écrit cette pièce, n'est pas, comment il s'appelle, c'est pas Giono, Giono, je ne pense pas qu'il écrit du théâtre, mais en tout cas, comment il s'appelle l'autre, hein, qui a écrit des pièces un peu en tout cas, voilà, donc on ne peut pas installer comme ça une scène aussi facilement. Voilà, vous voyez l'écriture un peu verbale et l'écriture manuscrite. Comment on peut finalement, bien sûr, l'attente, il y a l'attente un peu dans cette attente dans cet roman de, je sais pas, peut-être de Buzzati ou je sais plus. En tout cas, c'est un film, et j'ai oublié le titre de ce film, dans cette attente comme ça d'un ennemi hypothétique, et bien sûr, un fort, ça attend. Ça doit rester en attente, et finalement, toujours aux aguets, l'ennemi peut surgir. Un fort, ça veut dire qu'il y a un ennemi. Ça veut dire qu'on tient une place. Et après, l'ennemi vient, on ne vient pas, et ou il ne vient pas, mais il faut que le rôle continue, le fort continue de jouer son rôle. Ça y est, je commence à me prendre les pieds dans les mots. En tout cas, voilà, donc l'attente, c'est là, mais aussi l'attente absurde de ces deux personnages qui attendent. Voilà, donc c'est le thème est pris par ces deux œuvres. Après, on peut toujours un peu essayer de broder. On fera toujours un peu dans l'emprunt à ces situations. Attendre. Comment attendre sans attendre, sans faire comme d'autres l'ont fait. Comment illustrer l'attente, on pourrait dire, comme dans cette chanson de Brel, les vieux, etc., qui dit finalement la montre ou l'horloge qui sonne et qui finalement à la fin, évidemment il y a la chute qui dit je vous attends. Finalement, comment illustrer ce sursis ou cette progression vers la fin. Il y a aussi, on peut l'illustrer aussi dans la l'être qui perd le contrôle sur les choses, sur sa réalité, autant subjective que objective, qui perd un peu la conscience la conscience des choses. Dans le rapport avec les choses, il n'a plus finalement, il n'a plus de sentiment. Il n'a plus de sentiment de correspondance. Il pourrait même, tant qu'on est en fait, on sait encore utiliser les instruments dont on a besoin pour se nourrir et se vêtir, etc. Tant qu'on continue, donc on n'est pas encore dans la perte. La perte, c'est finalement de prendre une cuillère et ne plus savoir à quoi ça correspond, à quoi ça sert. C'est d'être là sans pouvoir finalement
entendre les cris de son estomac. J'ai faim, je suis traversé par une sensation. Je sens quelque chose, mais je réalise plus le rapport entre ceci et autre chose. Il y a un rapport de causalité. Il faut que je mette des choses à l'intérieur de cette partie de mon corps. Il faut que j'alimente son corps. Mais j'ai plus la conscience de ce besoin-là. Alors voilà la réalité. Et la réalité, c'est de commencer par la perte des mots. Utiliser un mot pour un autre, et finalement commencer à avoir une utilisation de la langue qui commence à se comprimer, et comme finalement cette langue entre les jumeaux qui pourrait être une sorte de langue propre, novlangue ou langue qui peut être compréhensible que par eux-mêmes, parce qu'ils ont, je ne peux pas dire qu'ils ont des codes, mais ils se créent un langage, mais un langage qui est une sorte de mutilation ou de transformation du langage commun. Leur langage n'est pas une sorte de développement c'est plutôt une sorte de réduction, une sorte d'appauvrissement, une sorte de... Voilà, donc je serai dans la perte du rapport aux choses, et finalement, j'ai plus besoin de dire le mot en entier. Alors la cuillère, c'est qui est, ou R, ou la fin, ou alors à ce moment-là, juste l'article, là, simplement. Et je n'ai plus la force de nommer les choses complètement, entièrement. Je tranche. Parce que parce que j'ai encore une idée de la chose. Mais une fois que je perds cette idée, où je ne peux plus rien utiliser. Voilà une forme d'attente de cette chose qui va se défaire. On est sans la langue, et puis on apprend la langue, et le processus finalement de perte et de ce dessaisissement de la langue, de cette finalement on laisse la langue partir, on laisse les choses partir. Ça peut donc le thème de l'attente, ça peut donc être entrepris par ce biais-là, d'une certaine façon, comme un être qui est atteint par une sorte de mal, et finalement on est obligé de l'amputer. On ampute à un certain niveau ses membres, puis on progresse dans l'amputation. Pour sauver le corps, on ampute, alors plus de membres. Un être qui finalement régresse à un stade, j'allais dire, fœtal presque. Il n'a plus de membres parce que finalement il redevient totalement à la merci, totalement dépendant. Il n'a plus de membres, alors on va le nourrir, on va prendre soin de lui. On prend soin d'une sorte de moignon d'un être, une sorte d'être réduit. Voilà, et donc attendre que les choses se réduisent, s'amincissent, s'appauvrissent, commencent à perdre de leur substance, commencent à perdre de leur matière, commencent à perdre de leur intégrité. Attendre. Aujourd'hui, j'ai perdu le jour 3 de la semaine. J'ai perdu le jour 3. Donc il y a 1, 2, mais je passe directement au 4. Et finalement, le 3, il n'existe plus. Donc, la semaine, elle fait plus 7 jours, elle fait que 6. Et puis même,
Elle peut faire 7, mais de façon, j'allais dire, pas effective. Elle fait 7 parce que j'arrive au chiffre 7, mais qui est en réalité le chiffre 6. Mais on va réduire, alors on pourrait déplacer à ce moment-là. Le lundi viendrait prendre la place du vendredi, peu importe, ça n'a pas beaucoup d'importance cela. Ce n'est qu'une sorte de convention, ce n'est qu'une convention. Mais après, la perte, finalement, comme cette chose qui nous est déjà arrivée. Mais en général, on n'y fait pas attention. Si je vous dis, je vous pose la question, quel souvenir avez-vous de votre 20e année? À 20e année, pourquoi 29e? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 25, 26? Non, je parle de la 29e année. Youpla, youpla, youpla. Alors là, je suis aucun souvenir. Physiquement parlant, logiquement parlant, j'ai dû avoir 29 ans. Mais ah tiens, j'ai peut-être un papier d'identité. Oui, il me reste un élément. Oui, mais moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette année-là. Les gens que tu as rencontrés, les choses que tu as faites, les idées, les voyages, les machins. Ah, je ne me rappelle de rien. A priori, je n'ai rencontré personne. A priori, je n'ai pas fait de voyage. Je travaillais. Ouais. Mais à savoir, vraiment. Voilà. Simplement. A disparu la 29e année, comme a disparu la 32e, comme a disparu la 42e, et ainsi de suite. Il y a bien des moments qui n'ont pas laissé de traces. Donc voilà, on peut, voilà donc l'attente, finalement, de tout perdre. On a, à un moment donné, on a tout eu, et puis on perd, comme on perd les mots. On ne perd pas les os, malheureusement, ce n'est pas la même situation. Perdre des os, c'est de bon augure quelque part, ça annonce l'avènement de quelque chose de souhaitable. Mais perdre les mots, comme on voit finalement ce qu'on a été, un peu le roi des mots. Et une mémoire comme ça, généreuse, une mémoire fidèle. En fait, on a besoin de quelque chose, plomb, quelque chose, ce qu'on a emmagasiné est totalement, je veux dire, insensé. Il y avait là des éléments de toutes sortes. Il y avait là presque le monde entier. Et puis aujourd'hui, ce monde entier est devenu beaucoup moins peuplé. Voilà. Des mots vous manquent et votre vie est déserte ou désertée. Voilà, on a perdu. Comme on a perdu des mots et on voit d'autres plus jeunes qui sont encore comme ça. Il suffit qu'ils sifflent pour que le mot surgisse. Pof. Simplement, sans effort, ils ont comme ça ce dont ils ont besoin dans cette grande bibliothèque, dans cette quelque part dans cet édifice dans lequel il y a une infinité de choses. Voilà, voilà, ils ont tout. Vraiment, sans que cela se remarque. Ça se fait de façon presque immédiate. C'est immédiat. Et alors que moi, et peut-être vous et d'autres, on met le temps, on prend du temps, on cherche, on remplace un mot par un autre, il y a des choses qu'on laisse tomber, des informations, des noms, etc. On abandonne de suite, on avoue c'est son impuissance. Je ne cherche pas parce que je ne vais pas trouver. Voilà comment on perd le monde. Alors on attend de voir jusqu'où où peut aller cette perte. On attend de perdre quelque chose. J'attends. Tu attends quoi?
Bah aujourd'hui, je dis adieu. J'attends le moment, le bon moment, pour dire adieu à un mot. Et lequel, ce mot? Bah je ne sais pas encore. Ça arrivera quand ça arrivera. Pour l'instant, j'attends. Je suis assuré de perdre un mot aujourd'hui ou demain. On n'est pas à une journée près. Mais c'est sûr, c'est dans les jours qui viennent. Je vais perdre un mot, je vais perdre un nom. Ça m'est déjà arrivé, voilà. Donc rien de nouveau, rien d'extraordinaire pour moi, je perds. Aïe, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce que je peux t'aider? Non, je vois pas. Tu peux attendre avec moi. Quand le moment se produira, je te ferai signe. Je dirai, tiens, il y a quelque chose qui vient de s'échapper. Ah, c'est parti dans l'espace entre les étoiles. Ça y est, ça s'est envolé. Ça s'est libéré, on pourrait dire. Voilà, je l'avais un peu en servitude et puis maintenant, il s'est barré. On fait quoi? On trinque. On fait quoi? On se met à pleurer, on chante, on danse, on dit quoi? Peut-être que tu vas te sentir plus léger, parce que tu seras moins alourdi par les mots. Ouais, c'est possible, quoique ils ne sentent pas trop la différence. Ils sont toujours aussi lourds, aussi peu légers aussi pas vraiment très légers. Allez, vas-y, on fait quelque chose. Alors, en fait, tiens, à ta santé et aux mots qui restent. Et mots qui vont te rester fidèles. Il y a bien quelques-uns qui resteront là, qui ne te quitteront pas. Allez, c'est sûr, jusqu'au bout. Et tu pourras compter sur certains, je suis sûr. Tu pourras compter sur moi, je serai toujours là pour t'apporter. Tiens, prends la récompense. Mort dans ce bout de saucisse, allez. Ah, heureusement que tu es là. Sinon, j'allais m'oublier. J'allais me laisser mourir de faim et de soif. Eh ouais, allez. Soyons ce que nous sommes, peu importe le passé, peu importe l'avenir, nous sommes là et puis nous sommes ensemble. Nous sommes les rois du monde. Ouais, je peux encore te dire que je t'apprécie, que tu es quelqu'un de bien. Ça me suffit. Ces mots-là, c'est tout ce qu'il me faut pour te dire, te faire plaisir et me faire plaisir. Car j'ai plaisir à te dire ce que je t'ai dit. Alors ami, d'hier et d'aujourd'hui et de toujours, à ta santé et à ta gloire, même si la gloire, c'est quoi la gloire? Ah, c'est quoi? Ben la gloire, allez, ah, j'ai plus ce mot. Ah ben c'est pas grave, la gloire, ça va, ça vient. Et puis qui veut de la gloire? C'est tellement... Ça demande trop d'efforts et puis à quoi bon? Alors, plus de mots. Ami, regarde-moi dans les yeux
Et parle-moi directement, sans les mots. Si tu as envie de dire quelque chose, dis-le-moi. Touche-moi et puis je te toucherai à mon tour, puis on se comprendra. Allez, aux mots qu'on a perdus et aux mots qu'on perdra, et à la vie, quelle qu'elle soit, et à la vie. Et à la vie de maintenant, et à la vie qui va venir, et à la vie qui va s'en aller. Allez, santé.